Salut Frédéric, je suis très curieux. D'où te vient cette fascination pour le diable? Ça remonte à l'enfance, peut-être. Quand on lit dans les pas d'une poupée suspendue, il y a certains indices ou certains éléments comme ça qui peuvent être donnés. Je me suis basé là, pour ce roman-là sur un certain nombre de données réelles, bien qu'évidemment ce ne soit pas une autofiction, c'est un roman, mais bon, un auteur écrit toujours avec ce qu'il est aussi. J'avais un oncle qui était collectionneur de vieilles bandes dessinées comme Vampirella, Eerie et Creepy. Donc, quand j'allais chez mes grands-parents, lui avait sa chambre recouverte d'affiches, comme c'est raconté d'ailleurs dans le roman Dans les pas d'une poupée suspendue, qui pouvait être assez effrayante pour un enfant de 6-7 ans, mais que tu regardes inévitablement avec une sorte de sidération. En se demandant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? C'était l'époque aussi, et ceux qui, comme moi, sont nés dans les années 70 s'en souviendront, les anglophones appelaient ça la Satanic Panic. La panique des messages subliminaux, du rock comme musique démoniaque. Et une conférence qui m'avait beaucoup marqué, à laquelle mes parents m'avaient recommandé, en tout cas, je ne me rappelle pas dans quel contexte je me suis retrouvé là, mais c'était une conférence que donnait un religieux, le père Régimbald. Ici, vous avez le S satanique, le S éclair, nous montre le dieu du rock'n'roll, c'est le dieu Thor. Ici, vous avez la perversion des anges qui s'ennuient tellement au ciel que pour trouver un peu de calme et de sérénité, qu'ils doivent apprendre en enfer à fumer leur pot et puis à jouer au gambling. Vous allez le trouver sur YouTube, le père Régimbald, si vous êtes curieux d'aller le voir, qui lui était persuadé qu'il y avait un complot fomenté par les musiciens de rock pour préparer la venue de l'Antéchrist. Il était certain de ça, donc il se basait sur la Bible et tout ça. Et il y avait un certain nombre d'autres personnes dans son sillage qui ont publié quelques ouvrages qu'on pourrait qualifier de référence. Je me rappelle que l'un d'eux s'appelait le rock divertissement ou médium. Et là, c'est assez terrifiant de lire ça parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de complot satanique qui va sous peu renverser l'ordre établi et créer vraiment l'apocalypse. Alors, aujourd'hui, je ne lirai pas ces ouvrages de référence-là de la même façon, mais il est clair que quand j'avais 7 ou 8 ans, que j'ai pu les voir chez mes grands-parents, mais quand tu reçois ça, ça frappe ton imaginaire de façon vraiment intense. Frédéric. Le père Régimbald, c'était vraiment traumatisant. Okay? C'était dans une grande salle qui était le centre culturel de Trois-Rivières, puis il projetait des pochettes. Satan. Puis là, il lui faisait jouer des trucs à l'envers pour qu'on entende des messages subliminaux. Puis tu sais, c'est parce que tu comprends qu'aujourd'hui, c'est assez facile de faire dire quelque chose à ton message subliminal qui n'était pas tant que ça dans le morceau, mais... I will kill everyone. Je me suis même amusé à un moment donné à revirer une de mes chansons à l'envers avec mon chum Pierre. Puis tu sais, t'entends plein d'affaires, mais c'est pas vrai, c'est juste des hallucinations auditives. Il y avait un morceau ça disait « Ça prendrait 100 000 lames ». Ça donne l'impression que c'est comme une incitation au suicide, là, mais à l'endroit, ma mémoire s'est enfuie. Tu sais. À l'envers, ça donnerait 100 000 lames. En tout cas, tout ça pour dire que c'était assez traumatisant à vivre quand tu as 9-10 ans, là, le diable partout. Les années 70, il y a tout aussi un renouveau de l'occultisme qu'on voyait au cinéma dans des films comme The Omen ou comme L'Exorciste, dont on parlait beaucoup. Je pense que le tout premier film d'horreur que j'ai vu, c'était The Omen 2. Et quand on a 6-7 ans, je pense pas que j'étais supposé voir ça. Là. C'était chez mes grands-parents, mais probablement que j'avais ouvert la télé le soir. Et tu viendras, Jonathan, que le personnage principal, donc Damien, est un enfant dans le deuxième volet qui découvre qu'il va être l'Antéchrist et il y avait quelque chose de gravé dans sa tête. Là. Donc moi, je vérifiais si j'avais quelque chose de gravé dans la tête pour être certain que je n'étais pas destiné à être l'Antéchrist. Bon, jusqu'à nouvel ordre, il n'y a rien qui est apparu. Tant mieux. Mais donc, c'est des sujets comme ça qui ont continué qui exercent quelque chose de lancinant et d'obsédant. On pourrait aussi voir une métaphore ou une allégorie. Pourquoi le mal existe? Donc, souvent, on va dire que les religions essaient de nous faire comprendre pourquoi il y a plein d'injustices qui sont commises
On le voit en ce moment avec la situation de la Russie et de l'Ukraine. Donc, on se demande, mais qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on puisse faire passer des intérêts de domination ou de conquête au détriment là, de populations ou ce genre de situation-là. Donc, de façon plus générale, c'est la question du mal qui continue de toute manière à irriguer tout un pan de la littérature. Il y a un numéro spécial de la revue Fantasme, une grosse revue éditée en France là, qui fait 300 ou 400 pages, qui porte sur cette question-là. Qu'est-ce que le mal? Donc, eux, ils ont étudié dans ce numéro-là les tueurs en série, avec entre autres tous les objets de collection qu'on peut acheter qui ont appartenu à des tueurs en série. On sait que Johnny Depp, entre autres, collectionne des toiles exécutées par des assassins. Moi, j'avoue que je ne mettrais vraiment pas ça chez moi. Là. Ça doit avoir une force ou une charge assez dérangeante, merci. On parle du nazisme, on parle de l'occultisme aussi là-dedans. Donc, en tout cas, ce sont des questions que je me pose en me disant qu'en réalité, on sait pas. Et quand on se met à réfléchir à l'existence, est-ce qu'elle est vraiment finie? On pense qu'on a les pieds sur la Terre, mais la Terre est un globe qui tourne dans l'espace en ne reposant sur rien. Donc, toutes ces questions-là sont très, très vertigineuses et métaphysiques. Et pour moi, c'est une porte d'entrée pour y répondre. J'aimerais beaucoup que tu nous parles de tes livres les plus récents. J'ai un recueil de nouvelles qui va paraître en juin chez l'éditeur français Rivière-Blanche. Le titre, c'est « L'heure approche où j'aurai tes yeux ». C'est le titre d'une nouvelle qui était parue d'ailleurs dans la revue Solaris, dans un numéro dont le thème était « Cauchemar », la première publication avec ma compagne Ariane Gélina, un numéro qui bénéficiait d'une page couverture de Valérie Bédard. Donc, c'est un recueil de 368 pages, comme disent nos amis français, un fort volume qui va contenir entre 30 et 40 nouvelles. Ce n'est pas l'intégralité de ma production parce qu'il y a des nouvelles au fil des années que j'ai trouvées plus mineures ou moins accomplies. Ça reprend, ce recueil-là, une bonne partie, là, je dirais environ 90% de À l'intention des ombres, qui était un recueil de nouvelles paru chez Vent d'Ouest en 2008. Il y avait 22 nouvelles dans ce recueil-là. De mémoire, là, on a peut-être 18 ou 19 nouvelles. J'ai tassé celles qui me paraissaient plus mineures ou moins intéressantes. Et on a l'intégralité de ce que j'ai publié en nouvelles depuis. Donc, en réalité, ce qu'on a, c'est toute ma production de nouvelles là, depuis 2008 qui n'était pas en recueil. Au début de l'année 2021, est paru chez Tête Première un roman fantastique intitulé « Dans les pas d'une poupée suspendue ». Ça s'inscrivait dans le cadre d'une collection dirigée par l'autrice Fanny Demeule. Si vous n'avez pas lu Mukbang, entre autres, et Highland, j'en recommande la lecture. Ce n'est pas pour les petites natures, là, c'est quand même assez intense. Donc Fanny, elle suit les conséquences de son projet jusqu'à la fin. Donc elle a eu cette idée-là là, de créer une collection qui se voulait ouverte à des œuvres audacieuses, différentes, qui brouillent un petit peu les frontières. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'est paru Dans les pas d'une poupée suspendue, qui se fonde là, sur un certain nombre de données que j'ai amalgamées. Avant ça, on a eu quelques rééditions chez nos amis des Cibrumes, donc La nuit soupire quand elle s'arrête et Au rendez-vous des courtisans glacés, dans la collection Brume de légende. C'est une collection qui réédite des œuvres devenues indisponibles, hein, que ce soit des classiques ou des œuvres que les éditeurs des Cibrumes ont particulièrement appréciées. Et sinon, on a Quand s'éteindra la dernière chandelle, qui est aussi un roman d'angoisse fantastique publié chez Rivière-Blanche, et 15 fois pour le lys rouge, chez La Maison des Vissards. Ça, c'est un hommage au slasher, donc ces films très populaires, rendus populaires au début des années 80, bien qu'ils existent encore. On pense à Vendredi 13, on a eu Scream aussi dans les années 90. Scream, dont un nouveau volet vient tout juste là, de sortir en salle. Donc, c'est un clin d'œil affectueux à toute cette culture cinéphilique là, des années 80-90. 15 croix pour le lys rouge. La première nouvelle a été publiée en 1992 sous la direction de Yves Ménard dans un collectif intitulé Orbite d'approche, volume 1. Ce qui est particulier, c'est que c'est mon prof de secondaire 5, Marcelin Gauthier, qui m'avait fait part de l'appel à texte pour ce recueil de nouvelles-là. Donc, j'avais envoyé, si je me rappelle bien, 3 nouvelles à Yves.
Il avait retenu un texte qui s'intitulait « Le retour de Monsieur Delamort ». C'est un texte aujourd'hui que je trouve quand même un peu naïf, bien sûr, comme c'est souvent le cas quand on regarde nos travaux de jeunesse. Yves me l'avait fait retravailler avec beaucoup de patience. Comme j'ai eu l'occasion de le dire d'ailleurs à quelques reprises au Congrès boréal ou ailleurs, c'est un fait moins connu dans mon parcours que Yves m'a vraiment encadré dans les premières années de mon travail littéraire. On avait une correspondance très suivie où je lui envoyais beaucoup de nouvelles qu'il commentait avec quand même une grande générosité. Et il faut se remettre dans le contexte que c'était avant Internet. Donc, ça veut dire que nos échanges, c'était vraiment des échanges papier là, qui étaient postés. Donc, Yves lisait les manuscrits, il me les retournait avec ses annotations manuscrites, je repostais le retravail. Une des difficultés qu'on a souvent quand on est un jeune auteur, c'est de savoir comment retravailler. Peut-être que ça t'est arrivé, Jonathan, peut-être que tu as vu ça. Donc, on regarde le texte, on regarde les commentaires, on essaie de les modifier en fonction de ce que le directeur ou la directrice littéraire nous demande, ce qui n'est pas toujours nécessairement évident. Par la suite, on comprend mieux comment saisir cet étrange objet littéraire. Donc, pendant plusieurs années comme ça, j'ai eu des échanges avec Yves. Il y a quelques nouvelles dans Solaris qui ont été parues parce que Yves a été également directeur littéraire de Solaris pendant quelques temps. Souvent, on pense à Joël Champetier qui a fait, comme on sait, un travail formidable de générosité et d'attention. Mais il y a eu aussi donc Yves qui a gardé le fort pendant un certain temps où j'écrivais des nouvelles. Avant ça, bien sûr, comme c'est souvent le cas des auteurs novices, avant notre première publication, il y a beaucoup de textes qui atterrissent dans ce que ma compagne Ariane Géna appelle le caveau, c'est-à-dire dans ce lieu où vont mourir les nouvelles inédites qui ne verront jamais le jour, heureusement pour tout le monde. Alors, bien sûr, j'avais fait des petits romans, des petites bandes dessinées comme beaucoup d'écrivains et d'écrivaines en herbe, mais mes premières publications professionnelles, c'est vraiment en nouvelles que je les ai faites. Et je dois dire que c'est un bon banc d'essai en la nouvelle. C'est-à-dire que si on se lance comme premier projet dans une saga de fantasy de 10 tomes, ça risque d'être plus douloureux d'avoir des refus partout que d'écrire une nouvelle de 20-30 pages. Si elle est refusée, oui, il y a du temps qu'on a mis là-dessus, mais je pense que ça nous permet de nous pratiquer à petite échelle sur la construction des personnages, sur la construction de l'arrière-monde, sur le travail sur l'écriture, sur notre imaginaire, etc. Et c'est un bon instantané aussi. Donc, il y a été une époque où je lisais quand même beaucoup de nouvelles. Que ce soit des recueils de nouvelles d'un même auteur ou d'auteurs assez diversifiés. Quand j'étais plus jeune, je parle de 5e, 6e année, j'étais un amateur de Alfred Hitchcock présente, mais les recueils de nouvelles qui étaient publiés, je pense, aux presses de la Cité ou chez Pocket, des traductions de l'anglais. Et c'est là où j'ai connu beaucoup d'auteurs importants de l'imaginaire américain, comme, je ne sais jamais comment prononcer son nom, Richard Matheson, Robert Bloch, Ray Bradbury. Donc, c'était des auteurs comme ça qui étaient publiés dans les anthologies d'Alfred Hitchcock présentes. Donc, mes petites nouvelles essayaient un petit peu les petites nouvelles que j'écrivais à 11 ou 12 ans essayaient de s'inscrire dans ce filon-là, dans cette continuité. Comment as-tu connu la revue Solaris? Quand Yves Ménard a fait la direction littéraire de mes premières nouvelles, il m'a dirigé vers Solaris en disant assure-toi de lire des nouvelles qui sont publiées dans Solaris. Ça te donne une idée de ce qui se fait actuellement en science-fiction et en fantastique québécois. J'aimerais que tu nous parles de ton implication dans la revue Imagine.
J'ai connu la revue Imagine essentiellement grâce à Paul Croteau. C'est un prof au cégep de Trois-Rivières qui m'a enseigné. Il avait vu en fait sur le coin de mon bureau un roman de Serge Bruxolo. Paul m'avait dit « Ah, tu lis de la science-fiction? Moi, je fais partie d'une revue de science-fiction. » Le cinéma fantastique est très important dans ta vie. Tout comme la musique, tu composes, tu écris, tu joues de la musique. Moi, j'aimerais savoir d'où te vient cet intérêt pour la musique en tant qu'auditeur, mais également en tant que musicien. L'intérêt pour la musique comme auditeur m'est venu probablement de vinyle que mes oncles m'ont donné quand j'étais tout petit. Donc, j'avais un tourne-disque, on est dans les années 70, donc les cassettes et les CD ne sont pas arrivés, encore moins les MP3. Et je suppose que c'était peut-être pas leur vinyle préféré qu'ils m'ont donné. Mais une des résultantes de ça, c'est que c'était des vinyles invariablement assez bizarres. Ce qui fait que ce que beaucoup de jeunes garçons de mon âge écoutaient, si on se reporte par exemple là, au début des années 80 où c'était Michael Jackson et Boy George là, qui avaient beaucoup la cote, moi ce que j'écoutais c'était des albums de synthétiseurs des années 70, très curieux. Bon, tous ceux qui ont connu les vinyles le sauront aussi, on regardait les pochettes, on regardait les détails, les petits éléments mystérieux comme ça qui étaient dissimulés dans certaines pochettes. Je me rappelle que mon oncle avait l'album Pink Floyd The Wall, donc là je regardais plein de petits détails comme ça en étant assez fasciné. Donc comme auditeur, ça vient fort probablement de ces vinyles-là qui m'ont été donnés et qui m'ont donné aussi le goût des albums étranges et déstabilisants. Il y en a que j'ai retrouvé par la suite. J'avais entre autres eu un album très, très curieux. Je me demandais, mais qu'est-ce que c'était? Et j'ai su par la suite, voilà une vingtaine d'années, c'était un album des Sinners qu'ils avaient enregistré sous le nom de la Révolution française. Un morceau vraiment délirant qui dure 22 minutes, qui s'appelle C'est cool. À mon avis, ça devait être une improvisation plus ou moins à jeun. Quand je me réécoute aujourd'hui, c'est comme ça que je le conçois. Mais quand j'avais 7 ou 8 ans, je trouvais ça limite inquiétant. En ce qui a trait à ma pratique de la musique, mon père, qui a beaucoup de talent artistique dans différentes sphères, il fait de la couture, il fait de la peinture, il a écrit, il est organiste également, nous a fait suivre, à moi et à mes sœurs, des cours de musique assez tôt. Donc, j'ai commencé à suivre des cours de musique à 7 ans. Quand on est un jeune enfant, je peux être assez franc, en tout cas pour moi, comment je l'ai vécu, c'était plus comme une corvée qu'autre chose, en pratiquer ses gammes, pratiquer ses arpèges. Tu as tes amis qui sont en train de jouer dehors au ballon et qui font des swings par la fenêtre. Toi, tu sais que tu dois absolument faire ton 15 minutes de piano qui ensuite va devenir 20, 45, 1 heure. Parce que plus on avance dans la pratique d'un instrument, plus pour se perfectionner, plus ça prend du temps inévitablement. Mais bon, aujourd'hui, je me rends compte quand même de l'immense richesse que ça m'a donné. Quelles œuvres ou auteurs t'ont marqué? Au Québec, ce que je peux dire en tout cas, c'est que je suis quand même très heureux de voir depuis peut-être une vingtaine d'années la place grandissante que prennent les littératures de l'imaginaire avec des textes de qualité aussi. Alors évidemment, c'est des gens que je connais puisque j'orbite dans le milieu, mais je pense à des gens comme Raphaël Adam, dont j'apprécie le souci de précision. Ma compagne Ariane Gélina aussi. Bon, Ariane, j'ai commencé à lire ce qu'elle faisait avant que je la fréquente, donc j'ai vu tout de suite qu'il y avait quelque chose de très particulier qui me parlait, là, son rapport au gothisme, l'élégance aussi de sa démarche. J'ai bien aimé aussi les romans de Patrick Brigesbois, lui aussi avec un style, avec une esthétique qui est particulière. En poésie, une autrice comme Marilyn Gill, qui est très, très baroque, où on a l'impression d'être dans la journée des morts au Mexique. Dans la lecture que j'en fais, c'est vraiment comme apprendre au premier degré. Ce que Benoît Jutras publiait aux Herbes Rouges aussi, donc des recueils de poésie où il va décrire des pochettes d'albums. Comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, on peut également mentionner Fanny Demeure, qui arrive avec des propositions intenses. Et ce que j'aime bien, c'est que elle va assumer totalement le jusqu'au boutisme de ses projets et de ses intrigues.
Il a également signé des nouvelles fantastiques très réussies sur le plan de l'atmosphère, dont un récit de maison hantée qui a été publié dans le Sabar. Et en 3 pages, ça a le temps de faire son petit effet très malaisant. On parlait tout à l'heure de Marabout. Le descendant au Québec des éditions Marabout, c'est sans contredit Claude Bolduc, dont la pratique de nouvelliste et aussi de romancier avec Entre les bras des amants réunis retrouve cette même atmosphère un peu crépusculaire. On a l'impression de sentir des caveaux et des cryptes moussues quand on le lit. Je suis sûr que Claude aimerait ça entendre ça. Il a fait d'ailleurs un très beau pastiche à genrer. Je pense que c'était dans Entre les bras des amants réunis où on trouve aussi quelques nouvelles à la toute fin. Donc Claude, un auteur qui se fait trop rare, hein, ça, on aimerait pouvoir le relire. Il y a également mon vieux copain Michel Châteauneuf qui a publié en polar noir et très, très, très incisif, donc La Société des Pères meurtriers, entre autres. On retrouve Michel au sommaire d'un collectif qui s'appelle Les Murmurants. Ce sont 6 textes dont chacun se déroule dans une région de la Mauricie avec son imaginaire. Donc, il y a Michel qui s'est basé sur l'imaginaire du séminaire Saint-Joseph, un endroit où il a fait ses études, et il s'est basé sur une légende selon laquelle il y avait un couloir qui aurait relié le séminaire d'un pensionnat de filles. Alors, évidemment, quand on est un jeune adolescent, j'imagine que là, ça doit nourrir pas mal notre imaginaire. Donc, Michel a imaginé que c'était vrai, ce couloir-là, mais qu'il servait à des fins plus lugubres que celle seulement de réunir là, les pensionnaires garçons et filles. Ça me fait penser, puisqu'on mentionne les Murmurantes, à Mathieu Croastière, qui est un poète et auteur de la région aussi. Mathieu, chaque fois que je l'ai lu en prose, il a publié dans Alibi et dans Solaris. J'aurais aimé ça pouvoir le lire dans un projet long. Je pense qu'il travaille sur un projet de roman d'ailleurs. Donc, c'est un auteur à suivre et très intéressant aussi, qui travaille beaucoup dans le détail. Donc, comment un petit détail peut être évocateur de quelque chose de plus significatif. Sur le plan international, j'ai une affection pour les auteurs étranges ou en tout cas qui arrivent avec, encore une fois, des propositions très différentes. L'un de mes maîtres, c'est certainement Marc Agapi, de son vrai nom Adrien Sobra. Bon, lui, c'était un prof d'anglais qui a commencé à écrire des romans d'épouvante à 61 ans. C'est quand même incroyable, là. Donc, il a attendu d'avoir pris sa retraite et là, il a écrit 41 ou 43 romans d'épouvante entre 1957 et 1974. C'est que ça qu'il faisait, mais avec un mordant, avec une écriture hyper moderne, avec une structure tellement originale. Donc, souvent, je me dis, mais comment il faisait ça? J'aimerais donc pouvoir écrire quelque chose comme ça. Et quand on lit des auteurs qu'on admire, souvent, on peut le voir, on peut soit avoir une notion d'humilité en se disant, waouh, c'est vraiment extraordinaire. Ou au contraire, ça peut créer une émulation de se dire, on va essayer de viser quelque chose d'ambitieux, mais tout en restant aussi fidèle à ce qu'on doit faire. Souvent, quand on commence à écrire, hein, on va émuler des auteurs qu'on lit. Combien de jeunes auteurs ou jeunes autrices ont commencé en essayant d'imiter Lovecraft, par exemple? Bon, par la suite, on dépasse ces influences-là pour proposer quelque chose de plus personnel. Ce qui est facile, c'est de voir comment certains auteurs vont écrire des romans occultes où on se demande quelle est la part de réalité derrière ça. Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Est-ce que c'est tellement une invention? Est-ce qu'ils ont vécu vraiment le fantastique ou est-ce qu'ils ne l'ont pas vécu? Tu vois, l'un des éléments déclencheurs dans les pas d'une poupée suspendue, c'est une entrevue que j'avais lue avec Marc Agapi, qui avait été réalisée dans les années 70 pour une revue qui s'appelait Horizon du fantastique, une revue publiée en France, où on avait un jeune journaliste nommé Georges Naon qui allait rencontrer les auteurs de la collection Angoisse. Lui était fasciné par Marc Agapi aussi, donc il est allé le rencontrer chez lui en province et ce qu'il avait vu en arrivant là, c'était un buste du diable. Ma mémoire a modifié ça. Dans mes souvenirs, il y avait une espèce de statue du diable géante et ricanante quand tu rentrais chez Marc Agapi, alors pas ça, c'est un petit buste, là. Je me suis rendu compte quand j'ai relu l'entrevue après avoir publié Dans les pas d'une poupée suspendue, mais c'est un des éléments qui a servi de déclencheur. Parce que je me disais, OK, il y a quand même quelque chose dans son quotidien qui recoupe certaines des thématiques. Parce qu'un des thèmes de prédilection de Marc Agapi, c'est vraiment les diableries. Tu as souvent un diable narrateur ou un personnage qui a un démon familier qui va constamment lui suggérer certaines choses. C'est assez fascinant à lire. Ça mériterait vraiment d'être réédité.
Quand j'étais plus jeune, il y a Serge Brussolo qui m'a beaucoup interpellé par son imagination. C'est un auteur extrêmement inventif qui est capable de nous amener dans des zones vraiment malaisantes, encore une fois. Je trouve ça très sain pour ma part. Il y a quelque chose de presque psychanalytique. Dans un de mes recueils de poésie que j'essaie de mémoire, on a ce vers. J'accroche mes cauchemars sur les murs avec un bruit de tôle froissée. Donc, c'est l'idée de dire qu'à un moment donné, d'identifier ce qui nous met mal à l'aise, c'est quelque chose de presque thérapeutique. En tout cas, c'est comme ça que je le vis personnellement. Un des profs que j'ai eu, Pierre Châtillon, en parlait. Lui, c'était un poète. Et quelqu'un lui avait demandé, oui, mais comment vous pouvez, parce qu'il nous parlait d'Edgar Poe, Edgar Poe, c'est horrible, comment vous pouvez défendre ça? Et lui, il nous disait que si, quand on a lu une histoire d'épouvante, ça nous a soustrait à nos préoccupations pendant un moment, on a oublié ce qui nous tourmentait, on a oublié certaines peurs, certaines tristesses qu'on avait, c'est la beauté de la chose. Ça nous a amené vers quelque chose pendant un certain moment et ça se peut qu'on en ressorte purifié en se rendant compte que finalement, nos problèmes ne sont peut-être pas si graves que ça par rapport à ce que certains personnages de fiction vivent, mais ce que ces personnages de fiction-là vivent, ça peut s'apparenter aussi à ce que les êtres humains ont réellement subi ou expérimenté en tout cas. On pourrait qualifier plusieurs de tes histoires comme étant oniriques. Moi, j'ai l'impression que la vie est comme ça. C'est comme ça que je la vis. T'sais. C'est ça qui est particulier. C'est ça qui est particulier. Il y a des gens qui vont écrire parce qu'ils comprennent l'univers puis ils vont te l'expliquer. Moi, j'écris parce que je ne comprends pas l'univers. Je vais te dire que je ne comprends pas ce que je vois. T'sais. Il y a plein de zones d'ombre comme ça qui ne sont pas rassurantes. Là. Moi, quand je me suis inscrit au bac en littérature, je pensais qu'on m'enseignerait comment devenir un écrivain professionnel. En réalité, ça le dit, c'est un programme d'études littéraires. Je pense que cet aspect-là, je ne voulais pas le voir tant que ça. Donc, j'ai appris à analyser des textes, ce qui est utile quand on veut, comme je te le mentionnais plus tôt, éviter certaines redites sur le plan de la structure. C'est bien de savoir où on s'en va, de connaître l'histoire littéraire, de connaître les tendances littéraires, etc. Mais je pense que c'est la persévérance et d'ajuster nos attentes. Alors, ça arrive qu'on écrive et qu'on va connaître méga succès. Moi, je trouvais ça super de voir ce qui est arrivé à Patrick Sénécal. Quand Patrick Sénécal a publié ses premiers romans dans les années 90 chez Guy Saint-Jean, c'était des livres qui avaient eu une diffusion correcte, qui était la même diffusion qu'on pouvait trouver pour la plupart des romans québécois, je pense. Et là, tout à coup, il est devenu une vedette du genre qui fait rayonner le genre. C'est super là, qu'on ait un peu notre Stephen King québécois. Je le dis parce que je sais que ça ne le dérange pas. On lui a déjà demandé, puis il a dit, si ça permet aux gens d'avoir une idée rapide de ce que je fais, c'est super. Et de toute façon, comme j'aime Stephen King, je pense que c'est quand même plutôt un compliment que de lui dire ça, même s'il a son imaginaire. Mais donc, il faut quand même ajuster nos attentes en écrivant, je pense, avant tout pour nous, tout en faisant un acte de générosité par rapport aux gens qui vont nous lire. Et puis ensuite, ça, je pense que c'est Elisabeth von Arbour qui l'avait dit à un moment donné. Les gens qui ont à écrire, qui doivent écrire, ils vont le faire. Ils vont persévérer. C'est pas au premier refus qu'ils vont s'arrêter, ni au deuxième, ni au troisième, ni au quatrième. Et en réalité, ça vaut encore une fois pour à peu près n'importe quoi dans la vie. T'sais, on va en parler beaucoup de musique, mais combien de fois, quand on lit des histoires, des biographies de groupes rock, on voit que pendant des années, ça a été la galère totale, entassé dans un petit véhicule, dans un petit appartement, à pratiquer dans le sous-sol chez père, à se faire conduire dans le camion de crème glacée de l'oncle, d'arriver dans des spectacles tout croche. Et puis finalement, beaucoup de ces musiciens-là arrivent à en faire leur profession. Donc, je pense qu'il faut s'accrocher, il faut croire en ce qu'on fait. Et puis, si effectivement je voyais le jeune Frédéric Durand, je lui dirais qu'au moins, avec le regard que j'ai en 2022, les livres existent, ils se sont faits. Ça n'a pas toujours été évident. C'est beaucoup de travail. Il faut s'attendre à avoir des déceptions, c'est inévitable. Mais en même temps, ça fait partie, je pense, de toute expérience humaine et artistique.